Donc on va corriger l'épreuve du bac 2018, la session normale, bien principale, donc qui parle du, du principe de la voiture électrique. Donc tout d'abord, on va énoncer dans une introduction pourquoi on a cherché à inventer ou bien de développer une voiture électrique. Donc pour savoir, pour réduire les émissions de gaz nocifs et ensuite d'économiser les énergies fossiles, à savoir l'essence ou bien le gasoil, ces constructeurs proposent des véhicules électriques qui permettent aux usagers de se déplacer économiquement mais en réduisant aussi les émissions polluantes. Donc, en ce qui concerne la présentation du système, pour appréhender le principe de la voiture électrique, on dispose, comme le montre la figure, d'une maquette bande d'essai constituée d'un demi-essuie de train arrière du véhicule électrique. Elle permet l'étude des différentes problématiques liées à ce véhicule électrique en réalité, donc à savoir la transmission, l'énergie et la commande. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on dispose d'un tableau de bord, d'un bus de communication avec une carte électronique, on a des batteries, un variateur de vitesse, une machine asynchrone, les pédales ou bien les pédales de contrôle, le levier de position, ce qu'on appelle boîte à vitesse, et ensuite la chaîne de transmission. Donc les hypothèses qu'on va travailler avec. L'analyse fonctionnelle porte sur la voiture électrique, par contre l'étude des solutions constructives porte sur la maquette. Les grandeurs mécaniques ainsi que les puissances électriques sont réduites. Le fonctionnement, le comportement et les méthodes de réglage restent néanmoins identiques à ce qui est rencontré sur le système réel. Ensuite, la troisième hypothèse, les roues sont placées sur une plateforme inclinable non représentée qui simule la route dont la maquette ne se déplace pas en réalité. Donc maintenant, on va passer à la description. Donc la maquette comporte deux chaînes, à savoir une chaîne d'énergie qui englobe 4 fonctions génériques. Ensuite, une chaîne d'information assurant trois fonctions génériques. En ce qui concerne la chaîne d'énergie, donc on a la partie de l'alimentation assurée par une batterie, la distribution d'énergie réalisée par un variateur de vitesse, la conversion assurée par un moteur asynchrone triphasé de traction, la transmission est liée par et la transmission réalisée par un système polycroix, un double joint de cardan. En ce qui concerne la chaîne d'information, l'acquisition est assurée par un capteur de vitesse, un capteur de température pour surveiller la température de la batterie, une pédale d'accélération, un levier à 3 positions, centre qui représente l'arrêt, haut qui représente la marche avant et bas, et la position basse c'est marche arrière. Ensuite, le traitement est assuré par une carte électronique à base de microcontrôleur PIC16 F877 et la communication elle est assurée par un réseau de terrain, réseau de capteurs et actionneurs utilisant un protocole de communication sérielle. Et on a sans oublier l'interface homme-machine, ce qui est représenté par ou bien ce qui nous fournit le tableau de bord. Donc en ce qui concerne le fonctionnement, donc l'utilisateur tourne d'abord la clé de contact pour alimenter en énergie électrique les différents circuits et allume par la même action le tableau de bord sur lequel on dispose d'un indicateur de charge de la batterie et d'un second indicateur de vitesse des roues. Puis il choisit le sens de marche, soit marche avant ou bien marche arrière, par action sur le levier. Ensuite, elle appuie sur la pédale d'accélération pour atteindre la vitesse désirée. Enfin, il remet le levier en position du centre et coupe le contact pour arrêter le système. Donc tout d'abord, on va passer à l'étude partielle de la chaîne d'information. La première tâche, ça consiste à l'acquisition, la linéarisation et le conditionnement du signal. Donc les batteries fournissent un rendement énergétique optimal à des températures de fonctionnement très précises.
La surveillance et la régulation de la température empêchent leurs éléments de surchauffer. C'est dans ce but que plusieurs modèles de batteries sont équipés de capteurs de température. Donc, en ce qui concerne l'acquisition de température, donc on savoir, on utilise un, un capteur de température qui est l'objet de notre étude. Il s'agit d'une thermistance CTN, donc une thermistance à coefficient de température négatif, ce que signifie que quand la température augmente, à savoir la valeur de la résistance diminue. Donc elle est inversement proportionnelle. Donc la résistance elle est inversement proportionnelle à la température. On admet que la résistance de la CTN varie en fonction de la température selon la loi suivante. RC égale R0 exponentielle 4300 facteur de 1 sur θ plus 273 moins 1 sur 298 avec θ température en degrés Celsius, R0 égale 10 kΩ et la résistance à la température θ0 qui est égale 25 degrés Celsius. E c'est exponentielle logarithmique base du logarithme népérien. Donc il nous demande tout d'abord de calculer la valeur de RC pour θ égale 35 degrés Celsius. On a RC égale R0 exponentielle 4300 facteur de 1 sur θ plus 273 moins 1 sur 298. Donc à savoir, on remplace θ par 35, donc ce sera RC égale 10 fois 10 puissance 3 exponentielle 4300 1 sur 35 plus 273 moins 1 sur 298. Avec une application numérique, on obtient très bien 6,59 kΩ. On passe à la deuxième partie, toujours dans la première tâche, c'est la linéarisation dans une plage donnée. La variation de la CTN en fonction de la température n'est pas linéaire. L'une des méthodes de linéarisation d'une CTP consiste à lui associer en parallèle une résistance RP constante. La résistance équivalente s'écrit alors RU de θ égale RC θ multiplié par RP, le tout sur RC θ plus RP. Donc à savoir, résistance équivalente de deux résistances qui sont en parallèle. Donc le choix de RP. La valeur optimale de RP, à savoir SL qui annule la dérivée seconde de RU de θ pour θ égale θu, la linéarisation autour de θu. Cette condition se traduit par RP égale RC θu, facteur de 3754 moins 2 θ, le tout divisé sur 4846 plus 2 θ. La question 37 pour RC égale 35 degrés Celsius égale 6,30 kΩ. Calculer la valeur de RP qui permet la linéarisation de la CTN autour de la température θu égale 35 degrés. Donc, question 38, pour RP égale 4,7 kg et RC égale 6,30, quelle est la valeur numérique de RU à θu égale 35? Tout d'abord, on va répondre à la question 37. Donc, à savoir, lorsque RC à la température 35 égale 6,30 kg, on doit calculer RP qui permet la linéarisation de CTN autour de la température θu égale 35 degrés Celsius. On a RP égale RC de θu que multiplie 3754 moins 2 θ divisé par 4846 plus 2 θ, à savoir, si on remplace θu par 35, donc on aura 6,30 fois 10 à la puissance 3, 3754 moins 2 fois 35, le tout divisé par 4846 plus 2 fois 35. Après application numérique, on obtient RP à 35 degrés Celsius égale 4,721 kg. En ce qui concerne la question 38, donc, on doit calculer
RU à 35 degrés Celsius lorsque RP égale 4,7 et RC égale 6,30 kilo ohm. À savoir, donc on a RU égale RU de θ égale RC de θ multiplié par RP, le tout divisé sur RC de θ plus RP, à savoir, on aura RU de θ égale 6,259 fois 4,7, le tout divisé par 259 divisé par, on obtient RU égale 2,692. En ce qui concerne toujours la linéarisation autour de 0 degrés Celsius à 70 degrés Celsius pour RP égale 4,7, la figure ci-contre nous montre la courbe de variation de RU en fonction de la température pour une linéarisation autour de 35 degrés Celsius. On peut l'assimiler à une droite. Donc on peut alors écrire RU égale de θ sous la forme de RU de θ égale A fois θ plus B. Donc la question 37, on est amené à calculer les coefficients A et B en fonction, à savoir elle est exprimée en ohm par degré Celsius et B en ohm. Donc pour cela, donc on doit choisir deux points, c'est ce qui est déjà choisi. Bien, ce qu'on les trouve, donc le point, on va prendre les deux points qui sont très clairs, leurs coordonnées. Donc le premier point c'est 60 qui nous donne 1,516 kΩ et 10 qui nous donne 3,836 kΩ. Donc on sait que RU est s'écrit sous forme de, donc à savoir l'équation d'une droite, donc RU de θ égale A θ plus B. Or on sait très bien que RU de θ égale à 10, donc égale 10 fois A plus B qui est égal 3,836 fois 10 à la puissance 3. De la même façon, donc RU de 60 égale 60 fois A plus B fois 1,516 fois 10 à la puissance 3. Donc, ce qui nous permet d'exprimer 10 fois A plus B égale 3,836 fois 10 à la puissance 3 et 60 fois A plus B égale 1,516 fois 10 à la puissance 3. On sait que A égale delta R sur delta θ, donc RU de 60 degrés Celsius moins RU de 10 degrés Celsius, le tout divisé sur 60 moins 10. D'où A égale 1,5 fois 1,516 10 puissance 3 moins 3,836 fois 10 à la puissance 3. Le tout divisé par 60 moins 10. Tout calcul fait, on a A égale moins 46,4 ohm par degré Celsius. On sait que B égale RU de θ moins A θ. Donc tout B égale RU de θ lorsque θ égale moins 10 fois A. À savoir l'application numérique, donc P égale 4300 ohms. Ensuite, on va voir l'acquisition de, ou bien, pardon, le conditionnement de signal. Donc, le circuit de conditionnement du signal, figure ci-dessous, fournit une tension proportionnelle à la tension aux bornes de la résistance. On considère ce qui suit. Donc, les amplificateurs AO1 et AO2 sont supposés parfaits. Le montage autour du transistor T1 réalise un générateur de courant I0 égale 0,5 mA. La résistance RU de θ est caractérisée par RU de θ égale moins 46,4 fois θ plus 4300 avec RU en ohm et θ en degrés Celsius. Donc la tension de référence est une tension continue de référence.
première question, c'est d'exprimer UC en fonction de I0, puis en fonction de θ. Question suivante, c'est 40. Sachant que UT égale UC, montrer que US égale moins R4 sur R3, facteur UC plus UREF. La question 42, c'est de déduire des relations précédentes l'expression de la tension US en fonction de θ. Question 43, c'est de mettre l'expression de la tension US sous la forme US égale K fois θ plus Y. Et on doit préciser les expressions de K et de Y, de Y et de déterminer la valeur de la tension UREF qui annule la tension Y. Pardon, la constante Y. Pour la question 44, on doit déterminer la valeur de K en millivolts par degré Celsius pour avoir US égale à 5 volts à une température de 50 degrés Celsius. Ensuite, on doit déduire la valeur de R4. Donc pour la question 40, donc en appliquant la loi d'Ohm, tout simplement, RC égale RU de θ fois I0, or RU de θ égale moins 46,4 fois θ plus 4300, donc UC égale moins 46,4 fois θ plus 4300 fois 0,5 fois 10 moins 3, ce qu'on aura UC égale moins 23,2 10 moins 3 fois θ plus 2,15. Ensuite, on doit répondre à la question 41, sachant que T égale UC, montrer que US égale moins R4 sur R3, facteur UC plus UREF. À savoir, on sait que notre amplificateur AO2 fonctionne en régime linéaire, à savoir, on a une contraction négative à travers la résistance R4. À savoir, donc, on a V plus égale à V moins constatation. Or, V plus égale à V moins, donc, et en appliquant Millman à la tension V moins, donc on aura UT sur R3 plus UREF sur R3 plus US sur R4, le tout divisé sur 1 plus 1 sur R3 plus 1 sur R3 plus 1 sur 4. À savoir, on sait très bien que V plus égale V moins égale 0, donc V moins tout simplement égale 0, donc le dénominateur sera simplifié, donc on aura finalement UT sur R3 plus UREF sur R3 plus US sur R4 égale à 0. Donc on garde US et on change la position de on les passe de l'autre côté, donc on aura moins UT sur R3 moins UREF sur R3. Donc après factorisation et simplification, et on sait très bien que UT égale à UC, donc on remplace UT par UC, d'où on aura à la fin US égale moins R4 sur R3 facteur UC plus UREF. Ce qui concerne la question 42. Donc on sait que US égale moins R4 sur R3 facteur UC plus UREF. Or, UC égale moins 23,2 fois 10 moins 3 θ plus 2,15. On va remplacer UC par sa valeur. US égale moins R4 sur R3 facteur moins 23,2 10 moins 3 fois θ plus 2,15 plus UREF. Ce qui nous fournit que US égale 23,2 10 moins 3 θ moins 2,15 moins UREF, le tout que multiplie R4 sur R3. Donc à savoir, on doit mettre l'équation de US ou bien l'expression de US sous la forme US égale K fois θ plus Y. Donc on doit savoir préciser les expressions de K et de Y. Donc tout simplement par identification, on a US égale 23,2 fois 10 moins 3 R4 sur R3 fois θ moins facteur 2,15 plus UREF, le tout multiplié par R4 sur R3, à savoir K, ça sera égal
23,2 fois 10 moins 3 fois R4 sur R3 et Y égale 2,15 plus URF fois R4 sur R3. On veut que Y égale s'annule, donc Y s'annule pour... On passe 2,15 de l'autre côté, donc on aura URF s'annule lorsque... pardon, Y s'annule lorsque URF égale moins 2,15 volts. Donc on doit déterminer la valeur de K en millivolts par degré Celsius pour avoir US égale 5 volts à une température de 50 degrés Celsius et ensuite on déduit la valeur de R4. Donc on sait que US égale K fois θ. Donc K égale US sur θ, à savoir on a K égale 5 US sur θ, US égale 5 et θ égale 50. Donc 5 sur 50, ça nous permet, ça fait 0,1 volt par degré Celsius, à savoir il est demandé en millivolts, donc on doit multiplier par 10 à la puissance 3, donc ça fait 100 millivolts par degré Celsius. Ensuite, on sait que K égale 23,2 10-3 fois R4 sur R3. D'où R4 égale K fois R3, 23,2 fois 10-3. Application numérique, donc R4 égale 100 fois 100 moins 3, pardon, 100 fois 10 moins 3, fois 10 fois 10, 3, le tout divisé par 23,2 fois 10 moins 3. Donc, si on simplifie 10 moins 3 avec 10 moins 3, ça reste 100 fois 10 fois 10 puissance 3, le tout divisé par 23,2, ce qui nous donne comme résultat, c'est 43,103 kg. Maintenant, on va parler de la commande de l'onduleur. Dans cette partie, on étudie une technique de génération d'un signal de modulation de largeur d'impulsion par le microcontrôleur 16F877. Le signal MLI est un signal tout ou rien dont le rapport cyclique est une image de la tension U de commande appliquée à l'entrée RA0 du port A du microcontrôleur. Le schéma principe de cette commande est celui-là. Donc RB0, ça représente le signal d'horloge. Donc c'est une entrée signal d'horloge. Donc RA2, RA3 sont des tensions de référence utilisées par le convertisseur interne au microcontrôleur. Ensuite, RA0, c'est le signal de commande de l'onduleur et RA1, c'est la sortie vers l'interrupteur électronique d'un bras de l'onduleur. Donc le principe SP est un signal en dents de scie interne généré par le microcontrôleur tel qu'il est représenté ici dans ces chronogrammes, donc en dents de scie ou bien en escalier. Donc H est le signal d'horloge qui est de synchronisation appliqué à l'entrée d'interruption RB0 du microcontrôleur. CP est un compteur 8 bits du registre interne incrémenté à chaque franc montant de signal d'horloge H. La routine d'interruption consiste alors à incrémenter le contenu de la case mémoire CP qui simule le signal SP en dents de scie N et l'image numérique de la tension U de commande U est convertie par le module convertisseur analogique numérique qui est intégré au microcontrôleur PIC16F877. À savoir, en comparant CP avec N, nombre fourni par... Donc, en comparant CP à N, à savoir N le nombre fourni par le convertisseur, on pourra générer le signal MLI commandant un interrupteur électronique d'un bras de l'onduleur. L'algorithme de cette commande est le suivant. Donc si CP est supérieur à N, alors MLI égale à 1. Sinon, MLI à savoir égale 0. Le sous-programme de conversion est un sous-programme
qui permet de convertir le signal de commande U en un nombre sur 8 bits stocké dans la case mémoire appelée val U. On donne ci-dessous l'organigramme de la commande d'un bras dans du lot. Donc à savoir, on a début, la configuration du microcontrôleur, la conversion, chargement de la valeur dans W. Donc la comparaison entre CP et W, c'est CP supérieur à W, donc on va activer la MLI, sinon on doit la désactiver avec la routine d'interruption, c'est CP, ça va être incrémenté de plus 1 et remettre à 0 le bit de l'interruption externe. Donc en vous aidant du jeu d'instructions, complétez le programme assembleur correspondant. Les bits non utilisés de trise A et trise B seront mis à 0. Donc, tout d'abord, on a ici les deux premières instructions, ça permet de l'accès au banque 1 parce que on veut accéder au registre trise A et trise B pour configurer le microcontrôleur. À savoir, on sait très bien que ce type de microcontrôleur dispose de 4 banques. Donc, ces 4 banques, donc banque 0, banque 1 et banque 2 et 3. À savoir, pour la configuration, on doit avoir accès au registre trise A et trise B. Comme vous le savez que pour avoir accès au banque 1, on doit mettre le bit numéro 6 à 0 et le bit numéro 5 à 1. Donc la combinaison 0-1. Donc à savoir, le bit 6 est déjà à 0. Donc ça nous reste de mettre à 1 le bit 5. Donc on va mettre BSF. BSF c'est pour la mise à 0 et BSF pour la mise à 1. Donc BSF, le registre BSF statut, 5, donc la mise à 1 du bit numéro 5 du registre statut. Ensuite, on doit configurer trise A. Si vous vous rappelez très bien, on a besoin de la RA3, c'est une entrée, RA2, c'est une entrée, RA0, c'est une sortie, RA1 c'est une sortie et RA0 c'est une entrée. Donc si on recherche la combinaison en hexadécimal, donc puisque les autres bits sont mis à 0, donc la combinaison ça sera 0D. Donc move L W, donc charger L 0D dans la valeur hexadécimale, 0D dans W. Ensuite on sait qu'on a configuré qu'un seul bit, ou bien qu'on a utilisé qu'un seul bit du port B, donc c'est RB0 qu'on utilise comme étant une entrée, donc on doit le mettre à 1, les autres bits sont à 0, donc on doit charger. Donc puisqu'on ne peut pas accéder directement à trise B, on doit passer par l'intermédiaire W. Donc comme on l'a fait pour le registre trise A, on va le mettre pour le registre trise B, donc move LW 0x0. Mais on peut avoir d'autres combinaisons si on veut par exemple représenter le nombre en binaire. Il suffit de mettre B apostrophe 00001. Ensuite on passe à cette partie. Donc ici on est demandé d'après le commentaire la lecture du résultat de la conversion. Donc à savoir, donc le résultat de la conversion, on doit le mettre dans W, c'est ça sa signification. Donc on va faire appel à l'instruction move F. Donc move F val U vers W. Maintenant ça nous demande de faire la soustraction et de mettre le résultat dans W. Donc tout simplement on va mettre sub F. Sub WF, donc CPW. Donc maintenant on doit
essayer de tester si le résultat est négatif. Donc c'est le résultat négatif, on a un retenu, donc le bit il va être à 0. Donc on doit tester le 0. Donc BTFSC, statut, retenu, et aussi le résultat est négatif. Donc en ce qui concerne si sinon MLU égale à 0. Donc maintenant on doit l'activer. Donc ici c'est BSF port 1 et on va mettre à 1 le MLI. Ensuite, pour la dernière instruction, c'est le retour d'interruption, c'est rectify. On est déjà ici. Ensuite, on va voir la troisième tâche, c'est communiquer les informations. Donc, une voiture comporte en général plusieurs capteurs et actionneurs. Pour réduire de manière significative le coût de câblage, il fallait définir des bus série simplifiant énormément l'intégration, simplifiant énormément l'intégration des fils dans le châssis. Donc, comme vous pouvez le voir, on a trois types de bus. On a des bus à débit faible et d'autres à débit moyen et des troisièmes à un débit élevé. À savoir le débit faible, on utilise les capteurs de pluie, capteurs de luminosité, les capteurs de vitre, les boutons et les lampes. Ensuite, on utilise des capteurs à ou bien des bus à débit moyen, c'est pour le freinage, détection de choc, capteurs et les contrôleurs de contrôle de moteur. Et pour les bus à débit élevé, on utilise la climatisation, autoradio, navigation, écran multifonction et téléphone. En pratique, il y a trois bus série à des débits différents dans la voiture. Donc le débit faible c'est 32,5 à 62,5 kilobits par seconde. Pour les lampes, les rétroviseurs, les vitres, et ainsi de suite. Un bus à débit moyen de 125 à 500 kilobits par seconde pour la commande, le freinage, détection de choc et l'airbag. Un bus à débit élevé de 125 à 1 mégabits par seconde pour l'autoradio, la climatisation, la navigation comme on l'a cité tout à l'heure. Donc maintenant, la transmission des données s'effectue sur une paire filaire différentielle. Nous demande de répondre aux questions suivantes 46, 47 et 48 suivant les choix de la bonne réponse. Donc, la première question 45, on utilise le bus série dans une voiture pour simplifier l'intégration des fils dans le châssis, augmenter le nombre de fils dans le châssis, diminuer le nombre de microcontrôleurs dans la voiture. Pour la question 47, on identifie la structure, ce qu'il s'agit de quel typologie physique du réseau utilisé dans la voiture. Est-ce que étoile ou bien ce qu'on appelle bus, anneau ou bien une maille. On utilise une liaison différentielle. Quel est l'intérêt de l'utiliser? Pour avoir une meilleure immunité face aux perturbations électromagnétiques, augmenter le débit dans le réseau ou bien diminuer les collisions dans le réseau. En ce qui concerne la première question, donc, vous savez très bien, on l'a déjà dit dans l'introduction, de cette tâche 3, c'est pour simplifier l'intégration de fils dans le châssis. Ensuite, on doit identifier la structure, ce qu'on appelle la topologie physique du réseau utilisé. De même, elle est mentionnée dans l'énoncé, donc c'est de type bus, donc tout simplement. Donc c'est la proposition A, étoile, bus. En ce qui concerne la question 48, on utilise une liaison différentielle pour avoir une meilleure immunité face aux perturbations électromagnétiques, augmenter le débit dans le réseau ou bien diminuer les collisions dans le réseau. Savoir, c'est toujours l'utilisation de la liaison différentielle, ça n'a rien à voir soit ni avec le débit ni la diminution de collision, mais c'est pour avoir une meilleure
immunité face aux perturbations électromagnétiques. Donc c'est toujours le choix A. Et comme ça, on a terminé. Et merci pour votre attention.